Les podcasts du Figaro. Unforgiven, Clint Eastwood, producer. And the Oscar for the Best Picture of 1992 goes to Clint Eastwood. 1993, 65e cérémonie des Oscars. Le prix du meilleur acteur est décerné à Al Pacino. Pour la première fois de sa carrière, Clint Eastwood récolte les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Impitoyable, un western étrange et noir. And the Oscar goes to Clint Eastwood for $1 Million Baby. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où tu chieras. C'est quelqu'un qui est allergique au politiquement correct. When we first met, I didn't speak any Italian. He didn't speak any English. Et puis ils vous mettent d'humeur adéquate. Acariâtre. Toi, tu creuses. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sagas du Figaro Histoire consacré à Clint Eastwood. Je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors-série. Comment Clint Eastwood est-il devenu une star internationale ? Quelle relation entretenait-il avec les femmes et avec la presse ? Que nous dit son œuvre de l'homme qu'il est ? Il dédie son premier Oscar à la meilleure des femmes, sa mère. Impitoyable permet aussi à l'acteur Gene Hackman d'obtenir l'Oscar du meilleur second rôle. Il apprécie la façon de diriger de Clint. Il vous en dit très peu. Morgan Freeman confirme. En gros, il vous fiche la paix. Clint pratique un cinéma d'hôte plutôt que d'auteur. Une fois les choix de base effectués, le script, les gens adéquats, sa véritable responsabilité est de s'assurer que ces gens se sentent chez eux. Les réalisateurs de série B avec qui il a commencé ont toujours fini dans les temps. Ce sont des spécialistes de la prise de vue unique. Il les imite, termine souvent ses films en avance et prend les scripts tels qu'ils sont, presque sans retouche. Mais pourquoi cette boulimie de cinéma ? D'abord, Clint est resté un gamin jamais rassasié. Quand un journaliste lui demande ce qui lui plaît dans le cinéma, il répond « Ça me permet de faire tous les trucs que je voulais faire quand j'étais petit et de gagner ma vie comme ça. » Il fait allusion ici au film La Sanction, sorti en 1975. C'est l'histoire d'une mission d'assassinat pendant l'ascension de l'Eiger, un sommet des Alpes. Clint Eastwood, the man. Eiger, the mountain. A deadly combination. Le tournage n'est pas facile. Clint songe plusieurs fois à abandonner, notamment après la mort d'un alpiniste seulement 2 jours après le début du tournage. Mais il continue et réalise ses cascades et ses scènes d'escalade seul, sans doublure. Son courage impressionne les véritables alpinistes qui l'accompagnent. Il connaît la valeur d'un geste, d'une lumière, et possède un sens aigu de la mise en scène de lui-même. Ceux qui prétendent le forcer s'y cassent les dents. Quand il joue, il veut être. Il veut être présent, sans gesticuler. Il n'a pas besoin d'en faire trop. Gary Cooper, ça ne l'effrayait pas de ne rien faire. Quand Clint Eastwood reçoit ses 2 Oscars pour Impitoyable en 1993, il est en pleine rupture amoureuse. Non pas avec Maggie, dont il a officiellement divorcé 11 ans plus tôt, mais avec Sandra Locke. C'est une jeune actrice dont il est tombé amoureux lors du tournage de José Wales hors-la-loi en 1976. Elle est mariée, lui aussi, mais ils deviennent amants. Leur relation dure 13 ans. Ils ne se marient pas, mais la séparation est brutale. Plusieurs mois auparavant, Clint l'avait mise sur écoute et avait jeté ses affaires hors de la maison. Sandra le poursuit au tribunal en 1989. La presse est aux anges. On apprend que Clint a filmé leurs ébats dans un élan de voyeurisme analogue à celui qu'il met en scène dans le film Les Pleins Pouvoirs. On apprend aussi qu'il a forcé Sandra à avorter, 2 fois. En 1999, le tribunal rend sa décision et Sandra Locke est dédommagée financièrement. Quiconque est entré en conflit avec Eastwood connaît son regard froid et colérique. Il ne pointe de pistolet sur personne, mais c'est tout comme. Il peut liquider la réputation et la carrière de n'importe qui. Il ne supporte pas qu'on le blesse, qu'on touche à son argent et qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Ce dernier crime, le désaccord, suffit à un employé ou un ami pour être renvoyé. Si l'on n'est pas du même avis que Clint Eastwood, on s'en va.
quelle que soit la relation, la situation ou le contrat passé. Sa loyauté est à double tranchant. Un regard ou une poignée de main suffisent à lancer un projet. Mais si l'on n'est plus sur la même longueur d'onde, un regard suffit aussi. Il ne vous voit plus, il ne vous connaît plus. Le réalisateur Philip Kaufman en fait les frais. Engagé pour peaufiner le scénario et réaliser José Wales hors la loi, il prend trop de temps pour ses repérages alors que Clint veut filmer un coucher de soleil. Il est viré dans la semaine. Les syndicalistes s'indignent et les avocats règlent le cas. Sachant par expérience ce que signifie se retrouver sans travail, Clint n'aime pas cette situation. C'est la chose la plus difficile que j'ai faite. Il justifie le licenciement de Philip Kaufman par les délais et le budget à respecter. Puis il finit par cracher le morceau. La façon de voir le film de Kaufman se défendait. Elle était peut-être meilleure, mais ce n'était pas la mienne. Clint Eastwood décide seul et considère ceux qui ont la chance de travailler avec lui comme redevables. Alors il écarte ceux qui s'écartent de lui. Et plus vous êtes proche de lui, plus cela se fait en silence. C'est ce qui arrive à son directeur de casting et ami, Jack Coslin, qui n'a pas droit à un mot d'explication. Pareil pour Bob Delay, un de ses producteurs associés. Pareil pour Fritz Manns qui lui succède. Pareil pour Sonia Tchernus, fidèle de toujours qui a eu le tort de demander à être créditée pour un scénario, crédit qu'il lui refuse. Quant à la presse, Clint Eastwood a toujours tout fait pour se la mettre dans la poche. Dès ses débuts, il annonce la couleur. Je vais leur faire mon Gary Cooper. Il parle diététique, pose en mari comblé, multiplie les avant-premières et les cocktails de presse. Il attache beaucoup d'importance à la critique. L'inspecteur Harry est jugé primitif et les féministes sifflent Clint. Dans Magnum Force, le deuxième volet des aventures de l'inspecteur Harry, le personnage devient plus humain, notamment avec les dames. À mesure qu'il avance, il montre que son cinéma populaire n'est pas une soupe violente bon marché ni d'extrême droite. Certes, il a voté Reagan, il est plutôt républicain. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Mais il n'est jamais dans la caricature du cinéma républicain d'action, par exemple. Il a fait certes l'inspecteur Harry, mais qui est un personnage assez complexe. Et ensuite, il a fait finalement, contrairement à ce qu'on pense, assez peu de films d'action bourrins comme on peut en faire d'autres icônes républicaines, comme Stallone, qui a été Rambo. On découvre un Clint gentil, attaché aux justes causes modernes. Il multiplie les personnages noirs positifs. C'est peut-être un de ceux qui a donné de plus beaux rôles aux acteurs noirs américains. Je pense à Forest Whitaker dans Bird, je pense à Morgan Freeman qui avait eu l'Oscar du second rôle pour $1 Million Baby, mais qui a aussi joué Nelson Mandela. Seulement, la couleur de la peau de ces personnages n'intéresse pas tellement Eastwood. Ce qui l'intéresse, c'est de les peindre en tant qu'individu. Donc il n'est effectivement pas du tout dans un discours de défense de telle ou telle minorité, de segmentation de la population, mais ce qui l'intéresse, c'est l'homme, et donc il peut y avoir des individus bons et mauvais, quelle que soit leur couleur de peau. Pour gommer son image de macho, il compose quelques personnages féminins un peu moins négatifs. Les critiques saluent un Eastwood plus réfléchi. Quelques-uns osent même lui accorder l'adjectif de féministe. Ses compagnes jugent le mot excessif. La défense de l'environnement et des animaux est le seul sujet où Clint n'a pas à se forcer. Il les adore, s'arrête en voiture pour laisser passer un canard ou bien empêche un technicien d'écraser un papillon de nuit. En 1985, il présente Pile Rider, son nouveau western, à Cannes et en souligne le côté écolo. Clint Eastwood devient fréquentable et avec le temps, certaines critiques deviennent moins sévères. Vincent Canby, un critique du New York Times, bat sa coulpe. Bien que M. Eastwood ait pu s'améliorer au fil des ans, il a également fallu toutes ces années pour que la plupart d'entre nous reconnaissent ses qualités. Mais s'il y a bien une journaliste sur qui le charme de Clint Eastwood n'opère pas, c'est Pauline Kael. Elle travaille au New Yorker et elle s'est déclarée l'ennemi juré de Clint Eastwood. Elle le considère comme un potentiel fasciste et résume son cinéma en 4 mots, kiss kiss bang bang. L'inspecteur Harry et celui qui l'interprète sont ses épouvantails préférés. Elle proclame qu'Eastwood n'est pas un acteur et voit en Harry un policier nietzschéen. Le côté nietzschéen de Dirty Harry, effectivement, est quelque part logique. Olivier Delcroix, rédacteur en chef au Figaro. Oui, bien sûr, il va jusqu'au bout. N'en déplaise aux autres, il va jusqu'au bout de sa propre logique. Et c'est un shérif qui rend la justice pour son propre compte et selon ses propres critères. Et là, il y a quelque chose aussi d'éminemment primitif et logique chez Eastwood. Eastwood est fasciné par la justice. Il est dégoûté, horripilé
par l'injustice. Et ce qui est le moteur et l'action ce qui déclenche l'action d'Eastwood, c'est ça, c'est réparer l'injustice. C'est un des gros moteurs de tous les films policiers de Eastwood. C'est-à-dire que c'est un personnage qui ne cesse de vouloir rétablir la balance entre le mal et le bien. Et effectivement, la justice est représentée souvent avec ces deux fléaux de la balance et ce côté aveugle. Et Eastwood est capable effectivement d'avoir cette espèce d'action de vengeance aveugle, quitte à faire peut-être presque plus le mal pour que le bien triomphe. À la sortie du film José Wells, elle le traite de réduction jusqu'à l'absurde du macho d'aujourd'hui. Il répond avec humeur, visiblement touché. Puis un soir, elle l'appelle. Elle ne veut pas qu'il se fâche. Elle est critique, c'est son métier. Elle doit égratigner, outrer le trait pour être entendue. Il répond qu'il comprend parfaitement. Avant de raccrocher, elle lui dit qu'elle espère le rencontrer. Même s'il ne donnera jamais suite, il en sourit encore en le racontant. Au fond, elle aura été sa plus longue histoire de femme. « 40 ans après les persiflages de Pauline Kael, Clint Eastwood s'amuse en 2009, au moment de la sortie de Gran Torino, de l'importance qu'on a bien voulu donner à la journaliste du New Yorker. Selon lui, tout en le traitant d'horrible réac, elle se servait de la controverse pour sa propre promotion. I don't care about Pauline Kael. She didn't bother me at all. Février 2007, Palais de l'Élysée. Clint Eastwood est vêtu d'un costume gris foncé, entouré de son épouse Dina Ruiz, de sa fille Morgane et de son fils Kyle. Le président Chirac l'attend pour le décorer de la Légion d'honneur. La rencontre est chaleureuse. D'un film à l'autre, cher Clint Eastwood, vous donnez à comprendre la complexité de l'Amérique, avec sa grandeur et ses fragilités. Pour nous, vous en êtes un exceptionnel ambassadeur. Son tout premier voyage l'avait mené au Japon, où il était déjà une vedette avec la série Ride. Son surnom de l'homme sans nom était né à Rome, mais c'est à Paris qu'il devient autre chose qu'un beau garçon sauvage avec un pistolet en main. Et celui qui croit en lui avant tout le monde, c'est Pierre Rissian. Pierre Rissian a tout fait dans le cinéma, connu tout et tout le monde. Il a été assistant, scénariste, réalisateur, attaché de presse, dénicheur de talent, éternel go-between. Un jour, il découvre Clint Eastwood et en fait la promotion partout autour de lui. Clint le surnomme Mr. Everywhere, Monsieur Partout en français. C'est Pierre Rissian qui rappelle que le cinéma américain ne compte pas seulement Bruce Willis, mais aussi Orson Welles et Woody Allen. C'est lui qui traîne Clint Eastwood d'abord sceptique au Festival de Cannes, puis qui l'y fait revenir tous les ans. À Cannes, il obtient le Carrosse d'Or en 2003, le prix spécial du jury en 2008 pour son film L'Échange et pour l'ensemble de sa carrière, puis la Palme d'Honneur en 2009. Entre-temps, il avait décroché le Lion d'Or de la Mostra de Venise en 2000 et le César du meilleur film étranger en 2006. Des trophées qui comptent peut-être plus que ses nombreux Oscars, Golden Globe et BAFTA. 2009 est l'année de sa consécration française. Il reçoit le prix Lumière pour l'ensemble de son œuvre. Commence le tournage en France d'Au-delà, son premier film fantastique, avec Matt Damon et Cécile de France. Puis il revient à l'Élysée, où il est reçu par un Nicolas Sarkozy tout joyeux. On dirait le président de son fan club. Dans son enthousiasme, le président lui donne 2 grades de mieux. De chevalier, Clint Eastwood passe commandeur de la Légion d'honneur. Vous êtes l'acteur et le réalisateur étranger préféré des Français. Depuis de nombreuses années, vos films sont très attendus par nos compatriotes et à chaque fois, c'est le succès qui est au rendez-vous. Je voudrais dire que si on vous aime, c'est parce que vous êtes un des rares qui est arrivé à lever les contradictions entre le film d'auteur et le film populaire. Le 10 décembre 2018, le Regency Village Theatre de Los Angeles présente la première mondiale du nouveau film de Clint, La Mule. À ses côtés, sa première femme, ses 7 enfants connus, et notamment sa fille Laurie de 65 ans, longtemps restée cachée. Cette mise en scène est presque l'occasion d'un grand coming out familial, ou plutôt une confession, un confiteor. La Mule est l'histoire d'un vieil horticulteur spécialiste des hémérocales. Il est perclus de dettes et accepte de gagner beaucoup d'argent pour transporter de petits chargements. Il comprend rapidement qu'il s'agit de drogue, mais il continue. Il doit payer ses dettes, aider sa famille et ses amis. Puis il ressent de l'adrénaline, du plaisir. Le plaisir de la route qu'il trace en chantant, le plaisir des jeunes femmes que lui offre un soir le patron du cartel. Ce joyeux transporteur que ses employeurs surnomment El Tata, grand-père en espagnol, c'est la meilleure mule du business, car il est âgé et d'apparence débile. Il est insoupçonnable.
Mais tout a une fin et le FBI l'arrête. Ce film ressemble à une allégorie autobiographique. Clint y reconnaît devant son épouse, ses enfants et ses frères qu'il a mené une vie égoïste et dissolue. La difficulté de nouer une vraie relation, attentive et harmonieuse avec sa famille, revient dans de nombreux films de sa dernière période, comme Million Dollar Baby ou Gran Torino. Au générique de La Mule, une dédicace apparaît. Elle est adressée à Pierre et Richard. Pierre, c'est le français Pierre Rissian, qui s'est dépensé sans compter durant des décennies pour persuader le monde que Clint est un vrai acteur et un vrai réalisateur. Richard, c'est Richard Schickel, le biographe qui lui a fait une belle image. En reconnaissant sa dette envers les hommes qui ont tant fait pour lui, Clint reconnaît aussi toutes ses fautes. Mais que confesse-t-il vraiment à travers La Mule ? Il admet qu'il a vécu n'importe comment et qu'il a dépensé l'argent facile du cinéma avec les filles et les copains. Comme son personnage d'Earlstone, qui boit de la bière avec ses amis au lieu d'assister au mariage de sa fille. Avec La Mule, jamais Clint n'aura autant mêlé vie et cinéma. Il va même jusqu'à embaucher sa propre fille Allison pour jouer cette femme qui en veut à son père. Elle dira à la presse « Je ne le connaissais pas bien quand j'étais petite. Il était très captivé par son travail. » À la fin, son personnage vient au chevet de sa femme mourante, se réconcilie enfin avec elle et conseille aux policiers qui le traquaient durant tout le film « Occupez-vous d'abord de votre famille. Moi, je me suis perdu dans mon travail. » Good luck. Don't follow my footsteps and do what I did. I put work in front of family. And this is the most important thing. Clint acteur s'est défait de ses tricheries habituelles. Fini les régimes, les cosmétiques ou les implants. Il montre ses bras sans maquillage. Il vieillit. Et il sourit aussi. La colère qui nourrissait son jeu et son œuvre a disparu. Son personnage de La Mule éprouve une dernière fois à son procès cette colère qui terrifiait proches et employés. Alors que son avocat plaide l'âge ou on ne sait quelle circonstance atténuante, il crie « coupable ». Toute rédemption suppose sanction. Sa confession sur l'imposture de sa vie le délivre enfin. Il cultivera ses hémérocales en prison, heureux, enfin réconcilié avec les siens et avec lui-même. Le cinéma de Clint Eastwood est devenu un classique. Il se réclame de John Ford, Frank Capra, Raoul Walsh et Howard Hawks. À l'opposé des films à thèse, ses œuvres racontent des histoires le plus sobrement possible et à tout le monde. Il filme la guerre et l'après-guerre avec Le Maître de guerre ou American Sniper. Le spectacle, la musique et leur monde avec Bronco Billy. La romance avec Sur la route de Madison. Les procès avec Minuit dans le jardin du bien et du mal. La politique avec Les pleins pouvoirs. La réflexion historique avec Mémoire de nos pères ou Lettres d'Iwo Jima. Et même l'actualité immédiate avec le 15h17 pour Paris. Si la nostalgie et l'énergie vitale sont au rendez-vous dans ces films, la noirceur, la folie, la mort ou la violence sans limite sont toujours présentes aussi. Les personnages à double face et les destins ambivalents sont partout. Même la merveilleuse success story de Million Dollar Baby se termine par la gangrène et l'euthanasie. L'œuvre d'Eastwood porte sur elle-même et le monde un terrible regard de doute. Son dernier film, Juré numéro 2, sorti en salle le 30 octobre 2024, ne fait pas exception. Il raconte l'histoire d'un jeune homme appelé à siéger dans une cour de justice. Il doit statuer comme juré sur un homicide dont il comprend qu'il est probablement le coupable. Lui, qui a péniblement remonté la pente après avoir sombré dans l'alcoolisme et qui va bientôt devenir papa, va-t-il ruiner ce fragile édifice pour sauver l'accusé au passé criminel peu engageant ? Ce qu'apporte le dernier film de Eastwood, Juré numéro 2, dans la panoplie des films qui s'intéressent à la justice chez Eastwood, c'est qu'il y a une sorte de nouvelle combinaison. Voilà, c'est ça que j'aime bien chez Eastwood, c'est qu'il se repose jamais sur ses lauriers. Et là, en fait, en réalité, ce qu'il fait, ce qui est assez malin dans Juré numéro 2, c'est qu'il prend un scénario où il met le coupable au centre même des jurés qui doivent décider d'acquitter ou de condamner un prévenu qui est sur les bancs des accusés. Ce dernier film est une méditation sur la justice, la culpabilité, les devoirs de la conscience. Le thème de la justice aura, au fond, traversé toute son œuvre dès les premiers films. Je crois qu'à un moment donné, il dit quelque chose comme la vérité n'est pas toujours juste. Je crois que c'est une des phrases qui pourrait être quasiment la morale du film. Et c'est vrai que la vérité ou le réel n'est pas toujours juste. Donc, dans la volonté de peindre le clair-obscur de l'humanité, un individu qui n'est pas manichéen, il n'y a pas le bien, le mal, ceux qui pensent bien, ceux qui pensent mal, mais il y a une zone grise qui fait aussi que
que l'être humain est un être passionnant. Je crois que c'est un film qui résume bien sa carrière et qui, encore une fois, quand je parle d'Américain ordinaire, nous permet de nous identifier parce que, voilà, c'est pas Rambo, c'est pas non plus un génie, c'est pas un type qui a des qualités exceptionnelles ou des défauts exceptionnels, c'est un type, comme nous tous, plutôt bien, et qui va être confronté à des choix moraux parce qu'il est dans une situation étonnante parce que c'est un thriller, mais en fait, on s'y identifie parce que ça pourrait être nous face à la justice. Juré numéro 2 couronne désormais la filmographie de Clint Eastwood par une œuvre puissante, d'une tension palpable, étouffante. Sa subtilité apporte un fabuleux démenti à l'accusation de simplisme dont avaient fait l'objet ses premiers films. Il culmine dans une mise en scène étourdissante de l'impasse dans laquelle peuvent enfermer les circonstances, du gouffre qui sépare parfois le juste du vrai. Juré numéro 2 sera-t-il le dernier film de Clint Eastwood ? Celui-ci avait affirmé que tant qu'il ne serait pas sénile, il continuerait à tourner. Il vient de prouver au monde que la vieillesse n'est pas toujours un naufrage et qu'à 94 ans, on peut encore être un virtuose en possession de tous ses talents. Laissons-lui le mot de la fin, dans lequel il confiait à Olivier Delcroix en 2009 à quel point il aimait travailler parce que cela maintenait son enthousiasme et l'aidait à avancer. I enjoy working. I think it keeps one enthusiasm to keep doing it. Merci d'avoir écouté ce dernier volet des sagas du Figaro Histoire consacré à Clint Eastwood. Cet épisode a été adapté pour l'audio par Salomé Boulet, d'après le texte de Sylvie Nougarou pour le Figaro hors-série, avec les voix de Bertrand Guyard, Augustin Moriot, Louis Chabin, Aude Cérès, et la participation d'Olivier Delcroix et Alexandre Devecchio. Prise de son et réalisation, Louis Chabin. Production, Salomé Boulet et Lila Fadel. Coordination, Aude Cérès. Le Figaro hors-série Clint Eastwood, le dernier des géants, est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis.